Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Dans l'actualité de ce mardi, 2 morts et 5 blessés graves dans l'attaque d'un bus Tata à Yarach. Le véhicule a été la cible d'une attaque au cocktail Molotov, un acte terroriste selon le ministre de l'Intérieur Antoine Diome. L'horizon s'obscurcit davantage pour Pastef après la dissolution et l'incarcération de Ousmane Sonko hier. Plusieurs membres du parti ont été arrêtés aujourd'hui, dont le maire des Parcelles Assainies, Jamil Sané. Un nouveau-né broyé dans un lave-linge, ce n'est pas un film d'horreur, ça s'est passé à l'hôpital Abbas Ndao de Dakar. Les parents éplorés se retrouvent dans une profonde affliction, ils réclament justice. Troisième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Le chef de l'État veut une circulation des personnes et des biens sans tracasserie sur le pont de la Sénégambie. À Banjul, Macky Sall a appelé également à l'intensification de la lutte contre la coupe et le trafic illicite de bois. À la une également de l'actualité, l'inquiétante escalade au Niger. Les Européens, dont la France et l'Italie, évacuent leurs ressortissants. Une délégation de la CEDEAO avec le sultan de Sokoto attendu à Niamey pour l'ultime médiation avant la fin de l'ultimatum fixé par l'organisation ouest-africaine. Et puis en sport, Afrobasket 2023, les Lions sauvent l'honneur. Le Sénégal remporte la victoire contre l'Égypte et se retrouve en quart de finale contre le Cameroun. Stupeur à Yarach cet après-midi. 7 personnes ont encerclé un véhicule Tata avant de jeter des cocktails Molotov dans le véhicule. L'acte qualifié de terroriste par le ministre de l'Intérieur. L'attaque a fait 2 morts et 5 blessés graves. Voici Antoine Diome sur les lieux de l'attaque. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que 7 individus encagoulés ont pris en étau un car de transport en commun, communément appelé Tata, les Tata Aftu, et précisément la ligne 65 qui a quitté Kounoun pour rallier Koloban. À bord, il y avait des Sénégalais, des passagers sénégalais. Leur seul tort, c'est de vouloir se lever et d'aller travailler. Quel acte répréhensible, quel acte criminel, quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Les brouillards sont denses, l'horizon s'obscurcit davantage pour le Pastef après ce qui peut être qualifié hier comme un requiem, l'emprisonnement de Ousmane Sonko et la dissolution de son parti. Plusieurs cadres et militants du parti Pastef sont traqués et arrêtés pour certains. Le maire des Parcelles Assainies, Jamil Sané, que vous voyez à l'image, suspecté d'être l'instigateur d'actes jugés subversifs dans cette commune, a été arrêté. Aboubacar Jamil Sané arrêté donc par la DIC sur instruction du procureur. Retenez également que Maïmouna Dieye, maire de Patte-d'Oie, convoqué également demain à la division des investigations criminelles. Une personne a été arrêtée dans la banlieue Dakar. Djibimbaï serait l'auteur du renversement d'un camion rempli de gravats sur la VDN numéro 3 hier. À Mbour également, les forces de défense et de sécurité ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes. À Tambacounda également, la coordinatrice des jeunes patriotes arrêtée, elle est poursuivie pour appel à l'insurrection via les réseaux sociaux.
Le journaliste Pape Alignan en prison, le patron de Dakar Matin, lui aussi placé sous mandat de dépôt. Il est inculpé pour appel à l'insurrection, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique, puis placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet. Toussaint Manga vient de faire l'objet d'un retour de parquet. Selon son avocat, Maître Moussa Sarr, nous suivons toutes ces actualités pour vous. Rares sont les stations-service ouvertes ce mardi. L'activité est à l'arrêt, vous le savez, pour 3 jours suite à l'appel à la grève lancé par les associations des gérants victimes de la furie des émeutiers. Les automobilistes qui n'ont pas pu faire le plein hier regardent leur jauge de carburant avec angoisse. Reportage, Cher Diop. Les pompistes ont baissé rideau pour respecter le mot d'ordre de 4 jours de grève. Les manifestations sont passées par là. Les automobilistes crient le ras-le-bol. C'est pas facile du tout parce qu'on a vu beaucoup de cas au niveau des stations et c'est pas ce qui est souhaité. Et ce qu'ils ont fait, j'ai dit ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. C'est une décision qui a été faite au mauvais moment. Là, on est en fin de mois, les gens doivent travailler. Les gens doivent vaquer à leurs occupations, il n'y a pas de carburant, c'est pas normal. Bon. Tout le monde n'a pas les moyens de faire le plein. Ça pose problème quoi, parce que moi j'avais pas d'essence, parce que je suis venu jusqu'au niveau de la VDN, là-bas aussi il n'y a pas d'essence, aussi il y a la grève. Vraiment c'est un peu compliqué, donc je suis obligé d'aller à la maison pour garer la voiture. Les gérants de stations-service, souvent prises pour cible, veulent préserver leurs biens à travers ce mouvement d'humeur. Mais bon, quand il y a des manifestations aussi, il faut que les gens prennent des dispositions parce que comme c'est des produits très sensibles, donc c'est pas évident du tout. Personne ne doit faire des manifestations pour gaspiller quelque chose qui va nous arranger parce que nous on est de bonnes cas. C'est pas normal qu'on gaspille quelque chose quand même. Nous sommes Sénégalais. Ce qu'ils sont en train de détruire, ça appartient aux Sénégalais. Ce n'est pas des étrangers qui viennent nous l'installer et partir sans en tirer profit. Je parle des compagnies étrangères qui viennent s'installer au Sénégal. C'est pour faire de l'argent, mais bien sûr faire profiter d'un certain confort aux Sénégalais. Je suis contre leur acte. Le mot d'ordre n'a pas été suivi par les gérants de stations-service, selon le secrétaire général de l'association. Il s'agit des indépendants qui ont pris le contre-pied de Total et Oryx. Et le mot d'ordre a été suivi à 60% exactement selon le secrétaire général de l'association. Certaines stations sont restées tout de même ouvertes. Maïmouna Djaï. Aucun service dans cette station d'essence située au port de Dakar. Ici, le mot d'ordre de grève de l'association des gérants de stations est suivi. On a eu à faire une évaluation qui s'élevait à peu près à 1,2 milliard, 1,102 millions. Et presque 1454 emplois directs qui ont été menacés. C'est qu'en 2023, lorsque les gens ont récidivé, en rentrant dans ces stations-là et continuaient à casser à pied, on a eu à les rencontrer. Mais malheureusement, on s'est rendu compte, même les documents qu'on leur avait donnés en 2021, ces documents-là ne faisaient pas partie de la passation. Un constat, le mouvement n'est pas totalement suivi dans la capitale, mais les grévistes ne désespèrent pas. On s'y attendait. Vous savez, mais nous, chez nous, sincèrement, le leitmotiv, le mot d'ordre, c'est d'abord la sécurité. La sécurité avant tout. Nous mettons en avant la sécurité. Maintenant, dans tout mouvement, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont respecter, d'autres qui ne la respecteront pas. Mais on ne leur en tient pas rigueur, hein. Dans le combat, ils ont le soutien de l'association sénégalaise des pétroliers. Nous sommes tous du secteur, donc c'est un problème qui nous concerne. L'action la plus importante aujourd'hui, c'est la communication. Parce que nous, ce que nous pouvons faire, et nous sommes en train de le faire, nous voyons nos confrères, surtout principalement qui sont attaqués, nous voyons qu'ils ont pris des dispositions par rapport à leurs pompes, qu'ils couvrent avec du métal. Ils font une grève pour dénoncer ce qui se passe. C'est une action concrète que nous soutenons aussi, même de loin. Au-delà de ces actions-là, nous avons beaucoup d'attentes par rapport à l'autorité et l'autorité l'a compris d'ailleurs. Elle nous a rencontrés à plusieurs reprises et il y a des actions de sécurisation, d'accompagnement économique
Il y a des actions de communication aussi qui sont en train d'être étudiées par l'autorité. Face à ces perturbations, un accompagnement financier est attendu de la part de l'État. Merci Maïmouna, et retenez encore une fois cette principale information de l'après-midi. 7 personnes encagoulées ont attaqué à coups de cocktail Molotov un bus de transport en commun. L'attaque a fait 2 morts et 5 blessés graves, un acte qualifié de terroriste par le ministre de l'Intérieur Antoine Diome qui était sur place. L'actualité, c'est aussi cette question. Comment un nouveau-né a pu se retrouver dans un lave-linge? Une affaire invraisemblable à l'hôpital Abbas Ndao. 3 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. La maman est pleurée, sombre dans une profonde affliction. Depuis, devant une telle peine, les parents réclament le minima, c'est-à-dire la justice. Aminata Mbarisso. À Ouest Foire, nous avons retrouvé un papa abattu au bord des larmes. Jean-François Koudera, c'est le père du nouveau-né retrouvé mort dans une machine à laver de l'hôpital Abbas Ndao, un bébé de sexe féminin. Sur les circonstances et les motifs du décès, c'est toujours la grande équation. Comment est-ce que le corps du bébé qui était dans la salle kangourou a pu se retrouver dans la bianderie, dans une machine qui, selon le directeur, se trouvait à près d'1 kilomètre de la salle où se trouvait le bébé? On ne sait pas. Et pourtant, pour la famille Koudera, rien ne laissait penser au pire. La fille de sexe féminin née après 33 semaines était prématurée mais bien portante. Après que la maman ait pu se retrouver un peu, elle aussi, elle s'est déplacée pour aller là où ils ont placé le bébé. Elle a vu le bébé et c'est là qu'il nous faisait comprendre que le bébé va bien et qu'elle a déjà mangé 2 fois de suite par voie normale, qu'il n'y a pas de souci, et que d'ici demain, ils vont sortir le bébé et la placer à la salle kangourou. Le jour de sa sortie d'hôpital, c'est ce jour que s'est produit l'irréparable, un moment difficile pour les parents. Une navette entre la police, l'hôpital Abbas Ndao, mais également la morgue de l'hôpital Idriss Pouye, où l'autopsie a été effectuée. Ce qui est étrange, c'est que après avoir rentré ce jeudi, mon tuteur m'a fait comprendre qu'une fois qu'il a été convoqué à l'hôpital, le directeur de l'hôpital lui a dit que le bébé a été retrouvé dans une machine à laver, dans un programme qui est censé fonctionner à 90 degrés pendant 30 minutes. Donc, ayant vu la façon dont le corps est déchiqueté, tout ça, c'est la raison pour laquelle c'était tellement horrible qu'il n'arrivait même pas à dormir ni à manger. Donc, il ne pouvait pas permettre à ce que les parents puissent voir le corps dans cette condition. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu nous montrer le corps. Affecté par le drame, Jean-François Koudera réclame justice. Un combat porté également par le coordonnateur du groupe Luttons contre l'indiscipline au Sénégal. Je veux véritablement que les autorités se lèvent et que la lumière soit faite sur ce qui est arrivé. Parce que c'est un bébé sans défense, vraiment une vie qu'on a ôtée sans raison. Nous allons faire de ce cas notre cas, un cas personnel. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se passe à Abbas Ndao. Ce n'est pas la première fois. Je peux vous donner après des témoins qui sont prêts à témoigner contre Abbas Ndao. Ce n'est pas la première fois que des bébés disparaissent à Abbas Ndao. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de problème à Abbas Ndao. Et tout le temps, ça finit par, c'est entre le commissaire, c'est entre celui-ci, c'est entre celui-là. Fin de problème. Donc cette fois-ci, on a besoin que la lumière soit faite. Être enceinte d'un bébé de 33 semaines, après pour que le bébé finisse sa vie dans une machine à laver, c'est extrêmement grave. Il faut que les responsables soient punis. Une plainte est en cours selon le papa du nouveau-né. À l'hôpital Abbas Ndao, au lieu du drame, le directeur général joint au téléphone dit attendre la suite de l'enquête déjà ouverte. 2 corps de femmes âgées de 45 et 50 ans en état de putréfaction très avancée retrouvés au quartier Missira de Saint-Louis. Les voisins ont été alertés par l'odeur fétide des cadavres enterrés finalement sur place. Explication Ousseynou Diop. Au quartier Missira de Saint-Louis, 2 corps sans vie ont été découverts par les voisins. Il s'agit de 2 femmes âgées de 50 et 45 ans.
Aline Badara habite à Misra. C'est lui-même qui a alerté les autorités. 2 femmes ont perdu la vie dans la maison et forcément il y a une cause. Les sapeurs ont enterré les corps sur place. Ils ont ensuite quitté les lieux sans aucune explication. Les corps des victimes en état de décomposition très avancé ont été enterrés sur place dans la maison où elles vivaient. Pour Baniel Diop qui habite à proximité de la maison des disparus, l'odeur nauséabonde a alerté les voisins. Ces 2 femmes ont été enterrées sur place. Personne ne pouvait les déplacer. Et d'ailleurs, personne ne sait quand est-ce qu'elles ont perdu la vie. Nous pensons juste que cela a fait 2 mois qu'elles ont disparu. Depuis la mort des 2 dames dans ce quartier, les populations sont très inquiètes. Il y a de cela 2 mois, 2 enfants de 10 ans ont disparu mystérieusement dans cette zone. Pour les habitants, l'insécurité galopante à Misra est la cause de ces multiples drames. Misra est obscur. Il y a une insécurité totale dans ce quartier. Durant l'année scolaire, 2 enfants ont disparu mystérieusement et jusqu'à présent, nous n'avons aucune information d'eux. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la mort des 2 femmes dans une même maison. En attendant, les populations de Misra invitent les autorités à veiller sur le quartier très fréquenté par les malfrats. Merci Ousseynou. Immigration irrégulière, la marine royale marocaine a procédé au sauvetage en mer de 114 migrants sénégalais à bord d'une embarcation qui avait quitté Mbour pour allier l'Espagne à mardi, selon le consul général du Sénégal à Dakhla. Au total, 184 migrants sénégalais sont en attente de rapatriement à Dakhla, au Maroc. Parmi ces candidats à l'immigration figurent une vingtaine de malades et de blessés en observation au centre hospitalier de la ville marocaine. L'actualité également, le chef de l'État, Macky Sall, à Banjul pour la 3e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. La particularité des relations entre Dakar et Banjul exige une concertation permanente, estime Macky Sall. Le président de la République a appelé à l'intensification de la lutte contre la coupe et le trafic illicite de bois. Il souhaite également une circulation permanente sans tracasserie sur le pont de la Sénégambie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Conflit naissant à Kell, dans la commune de Médina Dakhar. L'élection du chef de village divise les populations. Ses habitants ne s'entendent pas sur le choix du chef. Explication, Charanta Diop. À Kell, dans la commune de Médina Dakhar, ce sont des populations très remontées contre leur faux chef de village. Elles accusent ces derniers d'usurpation de fonction. Moustapha Diop, avant son décès, n'était plus chef de village de Kell. Parce que Fallou Ndour, son bras droit, a fait ce qu'on appelle une usurpation de fonction. Il a enlevé le dossier de Moustapha Diop, envoyé son dossier à sa place pour se faire élire chef de village de Kell. Quand Moustapha Diop est décédé, avant son décès, il a demandé qu'on appelle Dessamba Diop son petit frère. Parce que Moustapha Diop avait découvert avec nous et le sous-préfet de Médina Dakhar qu'il y a eu une usurpation de fonction. Nous pensons que cette situation doit d'abord être réglée avant qu'on ne parle de la dévolution du village lui-même. Les citoyens de Kell demandent au sous-préfet de l'arrondissement de Médina Dakhar et au préfet du département de Tivaouane d'organiser des élections libres et transparentes. Nous voulons que, dans le cadre du respect des règles qui régissent notre pays, l'état de droit et la République, qu'à Kell, les élections se passent dans des conditions de transparence et d'inclusivité. Et que les gens de Kell doivent être au courant pour que demain à Kell, la République soit accessible à tous et que tout un chacun puisse y trouver sa place. Voilà ce que nous revendiquons ici à Kell. Face au feu qui couvre dans la zone, il serait mieux pour les autorités compétentes de prendre à temps les dispositions idoines pour éviter le pire, d'autant plus que les 2 camps antagonistes se regardent en chien de faïence. Merci Charanta. Exploitation phosphate de Matam, rien ne bouge pour le moment. La société qui doit se redéployer vers un autre site se heurte à la résistance de cultivateurs. Ces derniers exigent le versement des indemnités. Ces paysans qui dénoncent des lenteurs administratives. Voyons tout cela avec Ali Bandénian et Lachli.
Rien ne bouge plus à la société en charge de l'exploitation des phosphates de Matam. Les propriétaires terriens qui attendent toujours le versement des indemnisations dénoncent des lenteurs au niveau de l'administration. Et pourtant, sur les 193 hectares de terre visés, la Somiva a déjà décaissé 99 millions, représentant seulement 66 hectares. On ne comprend toujours pas. On nous a privés de nos terres, nous obligeant d'aller cultiver ailleurs, et on tarde à nous remettre notre dû. Mais d'après les informations que nous avons, la société a décaissé l'argent. C'est au niveau de la préfecture que ça bloque. Mais on ne comprend pas. Nous sommes les propriétaires terriens et on n'acceptera pas de céder ces terres tant que nous ne rentrerions pas dans nos fonds. Cela est clair. Du côté des responsables de la Somiva, c'est un véritable manque à gagner, mais ils comptent sur un dénouement heureux de cette affaire qui met du temps. On est dans l'attente. La population veut recevoir leur dû, mais je ne sais pas à quel niveau ça bloque, au niveau de la préfecture. Somiva avait déjà versé la somme de 99 millions au niveau des domaines de Dakar, donc pour que les ayants droit puissent bénéficier, mais jusqu'à date, il n'y a pas d'issue. Et qu'est-ce qui explique que rien ne bouge plus à la Somiva? Vous n'exploitez plus? On n'exploite plus parce que nous sommes bloqués du moment que les fonds, la population n'a pas encore reçu son dû. Donc c'est ça, et le préfet ne nous a pas encore fait de lettre pour démarrer. En attendant la suite de ce bras de fer, la société minière qui a réalisé un poste de santé à Wendunodi a lancé un parcours de consultation médicale dans les 3 communes qui composent la zone minière. Agriculture et robotique, 6 pays africains en compétition pour mieux développer la filière. Les organisateurs veulent inciter davantage l'utilisation de la robotique dans le domaine de l'agriculture. Écoutons Abdoul Faye, coordonnateur avec notre équipe à Hambourg. C'est une compétition qu'a lancée Sidindao en 2015 avec l'objectif de vraiment initier les jeunes africains à la robotique. Depuis lors, donc, là on parle d'une trentaine de pays qui participent chaque année quasiment à la compétition. Malheureusement cette année on n'a qu'une seule ligue. Et normalement, il y a des ligues pour les élèves de collège, du lycée, des plus jeunes même. Mais cette année, on a juste la Ligue des ingénieurs. Donc, quand on parle d'agriculture, nous, je pense qu'en Afrique, ce qui nous manque, c'est vraiment la machinisation, on va dire, de l'agriculture, donc l'automatisation, si on veut aller plus loin. Donc, aujourd'hui, en utilisant la robotique, on peut vraiment sauter des années sur l'évolution de l'agriculture en automatisant certaines tâches comme semer notamment ou faire le labourage. Ça pourrait aider énormément les agriculteurs. Culture, la capitale sénégalaise a vibré au rythme de la culture mancagne la semaine dernière. Le port vestimentaire, les plats traditionnels, les différentes danses de mancagne et la valorisation de cette langue ont été les facettes culturelles revisitées lors de ces journées. Ibou Diouf. Nagbek, Nak Beaufort, Koumel Bissau, Koumel Sénégal, tous des associations qui forment le Baïti Biga. Le Baïti Biga qui organise la journée culturelle pour revisiter quelques facettes de la culture. Elle est extrêmement très riche et variée, en son, en chant et en danse. Nous avons un patrimoine culturel extrêmement riche. Et c'est ce pourquoi, avec l'Association pour la revalorisation de la culture mancagne, nous avons d'abord pensé quand même essayer dans un premier temps de vulgariser cette culture et de faire la promotion de la langue mancagne. La particularité de la culture mancagne, si je peux m'insérer ici, donc nous, on est trop conservateurs. C'est la particularité. Il y a beaucoup de la mancagne, de la naissance jusqu'à la mort. Il y a des rites que nous voulons partager avec les gens. À l'ère de la modernité, beaucoup de communautés ont tendance à perdre une notion de leur tradition.
D'où ces initiatives pour transmettre ces valeurs de la culture mankagne. Oui, nous savons que la culture, comme le dit, la culture est au début et à la fin de tout développement. Et nous savons que la culture mankagne est vivement riche, et ce qui fait que, comme elle est mal connue, ça nous permet aujourd'hui, dans une journée pareille, nous souhaitons revivre ces maintenant plusieurs fois pour permettre à tout le monde de connaître un peu cette culture, parce qu'elle est mal connue au niveau du Sénégal. Journée culturelle Baïti Bidja, une occasion pour regrouper toutes les associations membres, une bonne manière de préserver ce riche héritage mankagne. Magnifique Ibou, merci beaucoup. Dans l'actualité sportive, Afrobasket 2023, les Lionnes victorieuses devant les Égyptiennes 71 à 60, soit 11 points d'écart. Le Sénégal qui sauve ainsi l'honneur en se qualifiant en quart contre le Cameroun. À Kigali, nous retrouvons Pape Faranik. D'entrée, une source de motivation pour l'équipe nationale selon le coach, mais aussi selon les joueurs. Après quelques réglages, les Lions ont bien joué et gagné cette rencontre. Notre tournoi a commencé depuis ce matin contre l'Égypte, donc il va falloir remettre ça contre le Cameroun ce mercredi à 10h GMT. Donc les Lions ont toutes leurs chances pour composter leur ticket pour les demi-finales. Ñom ak Cameroun nak jongante bu metti lay doon waye nak gaynde nenañ dinañ def lepp lu ñu mën jël mu nekk. Merci beaucoup Pafara. On a compris, le Wolof c'était tout à l'heure. On va suivre tout cela bien évidemment avec nos envoyés spéciaux à Kigali, Sénégal, Cameroun donc en quart de finale, match qui sera âprement disputé. Le sélectionneur camerounais s'attend lui à un match très difficile. Le voici avec Pape Faranik. Les joueuses qui ont pris le match, qui en ont fait leur match depuis avant-hier, ont vraiment décidé d'élever un peu le niveau de leur performance. Je salue vraiment, je les félicite. Contre l'Égypte, ce n'était pas évident parce qu'on était dans un contexte de perte de confiance. Mais alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, elles ont fait le match qu'il fallait qu'on a fait d'elles, même si c'était assez compliqué. L'Égypte est une équipe très tactique. Mais dans le jeu intérieur, parce qu'avec Fatou Baboudiane, et les autres, elles ont fait le match qu'on a fait d'elles. Pour relever le défi, il faut qu'on y aille à 12. On va jouer à 6 ou 7 joueurs pour aller gagner un championnat africain. Pour aller le plus loin possible, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et c'est ça qui fait ma fierté aujourd'hui. Toutes les filles étaient concernées. Et chacune a apporté ce qu'elle a pu. Et Fatou Baboudiane aujourd'hui a été énorme. Et alhamdoulilah, on attend que ça d'elle. Maintenant, ce sont des performances qu'il faut relativiser et mettre dans un contexte général. Parce que pour marquer 17 points, il faut être approvisionné. Elle a été très bien servie par ses partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, la seule fois, c'est un jeu d'ensemble. Tout le monde a participé. Il faut aller se reposer et être prêt à répondre demain. Le défi n'est pas uniquement physique. Il est aussi conceptuel, il est un peu stratégique. Donc on va voir un peu comment aborder le match de demain. Vous avez suivi plutôt le sélectionneur du Sénégal, Moustapha Gaye. Vous entendrez dans nos prochaines éditions Ahmed Mbombo Ndiaya, entraîneur de l'équipe camerounaise. En sport, toujours, Sadio Mané et Iliman Ndiaye, officiellement sociétaires sociétaires de Al Nasr en Arabie Saoudite et de l'Olympique de Marseille en France. Le sprint sénégalais qui brille au jeu de la francophonie 2023 avec 3 médailles décrochées, dont 2 en or. Le round-up de l'Actu Sport, c'est avec Cher Saleh Boudiara. Lui, François Mendy, continue d'écrire sa légende. Le spécialiste du 110 mètres est seul Sénégalais qualifié pour le moment aux prochains mondiaux d'athlétisme, a remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie actuellement à la République démocratique du Congo. Auteur d'un chrono de 13 secondes, 46 centièmes en demi-finale, puis de 13 secondes 38 centièmes en finale, lui François Mendy bat 2 fois le record du 110 mètres et des Jeux de la francophonie. Pas le seul fait d'armes de l'athlétisme sénégalais à Kinshasa ce mardi.
Cheikh Tidiane Diouf, spécialiste du 400 mètres, a également remporté la médaille d'or avec un chrono de 45,78 centièmes. Sur la distance de 100 mètres, Mamadou Sarr s'est contenté de la médaille d'argent. Dans ces Jeux de la francophonie 2023, les lutteurs olympiques du Sénégal ont décroché 5 médailles, dont 2 en or, ce qui porte le nombre de médailles du Sénégal depuis le début de cette compétition à 8, 4 en or, 2 en argent, 2 en bronze. En attendant peut-être une pour l'équipe nationale U25 de basketball qualifiée pour les demi-finales après une démonstration de force face à la Roumanie, battue 87 à 57. Passons au football avec 2 internationaux sénégalais qui changent officiellement de club. Sadio Mané est maintenant un sociétaire d'Al Nassr en Arabie Saoudite pour les 3 prochaines saisons. L'ancien joueur du Bayern Munich va retrouver le dossard numéro 10 au sein du club saoudien où il va toucher un salaire de 26 milliards de francs CFA par an. Iliman Ndiaye va lui réaliser son rêve d'évoluer à l'Olympique de Marseille. L'ex-pensionnaire de Sheffield United en Angleterre s'est engagé pour 5 ans avec le club français et va porter son numéro fétiche, le 29, en Ligue 1. Un championnat que va découvrir le milieu défensif, Lamine Diack. Le Sénégalais de 22 ans est prêté au FC Nantes en provenance d'Ankara Gucci en Turquie. Merci, cher Sadibou. L'actualité internationale dominée par la situation au Niger, l'inquiétante escalade au Niger. Les Européens, dont la France et l'Italie, évacuent leurs ressortissants. Une délégation de la CEDEAO avec le sultan de Sokoto, un dignitaire musulman très influent, attendu à Niamey pour l'ultime médiation avant la fin de l'ultimatum, vous le savez, fixé par l'organisation ouest-africaine, la CEDEAO, l'ultimatum qui prend fin donc dimanche prochain. Les derniers développements, nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue, Soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.